Bonjour à tous, alors la mode et la presse c'est une grande histoire d'amour et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une très belle table ronde de passionnés de la mode. Donc avec moi aujourd'hui, Béline Dola, tu es directrice de la mode aux Éco-Weekends. Bonjour. Jennifer Nett, tu es rédactrice en chef digitale du Vogue Paris. Bonjour. Et nous avons un homme parmi nous, donc Mathias Gürtler, qui est rédacteur en chef de Gala. Et en distanciel, nous avons Lucia Lagari-Gomonier, qui est directrice du pôle Nouvelles Écritures du L, et Nathalie Deliveau, qui est rédactrice en chef du magazine Marie-Claire. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on est passé des revues de mode au grand féminin et la presse mode, finalement, elle a révélé les plus grands photographes, elle a porté les plus grands créateurs, elle a révélé les talents, elle a été à la fois décryptrice de tendances, elle a été totalement actrice du changement sociétal. Et aujourd'hui, il y a quand même des questions de fond. Donc la presse a toujours été un insider mode. On la retrouve d'ailleurs dans cette campagne Gucci, où on la retrouve aussi sur les podiums de Dior comme un manifeste pour soutenir le manifesto du défilé. On voulait tous ensemble revenir justement sur la réinvention de la mode, évidemment à l'ère de la crise sanitaire qui a totalement révolutionné le secteur. Alors on a construit cette table ronde sur finalement comment réinventer la mode de demain. Et ce qui est intéressant, c'est que cette révolution mode, elle porte à la fois sur la transition écologique, sur la traçabilité des vêtements, sur le fait de ralentir, de revenir à un temps long, et puis bien évidemment tout ce débat sur l'inclusivité portée notamment par Edouard Meaningful en couverture du Time. Comment vous travaillez aujourd'hui justement ce passage du prêt-à-porter au prêt-à-durer et comment vous retravaillez le temps long de la mode? Béline par exemple dans les Éco-Weekends. En fait, toute cette révolution contrainte, parce que je ne suis pas sûre qu'ils en seraient arrivés là si on n'avait pas eu ce problème de pandémie et de digitalisation rapide et immédiate et non prévue, c'est qu'en fait, nous, ça nous remet médias à notre place. C'est-à-dire qu'on a quand même été pendant longtemps les passeurs d'images et presque d'un non-discours, en tout cas d'un monde qui était le leur et que l'on décryptait à peine pour des tas de raisons. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait des problématiques réelles qui viennent s'infiltrer dans le discours des gens qui font la mode aujourd'hui et des grandes maisons, ça nous permet à nous, et le fait aussi qu'elles soient devenues, qu'elles aient développé leurs propres médias, nous permet à nous de nous remettre à notre place de médias et d'avoir un point de vue d'observateurs, de critiques, beaucoup plus intéressant que ne l'était notre point de vue finalement depuis quelques années, depuis que le discours... En fait, il y avait un discours unique entre ce qu'ils racontaient eux et ce que nous racontions nous, c'était presque la même chose. Et je pense qu'à ce moment-là, on a perdu pas mal de nos lecteurs et de notre audience. Et c'est vrai que, Jennifer, je connais bien le média Vogue. On sait que même sur Vogue, sur le digital, un compte-rendu de défilé, ça ne marche pas en fait, ça ne les intéresse pas. Non, c'est peut-être un peu étonnant à dire, mais la Fashion Week et les défilés, en tout cas traités comme on le faisait à l'époque, avec simplement des lookbooks et des photos de défilés et des comptes-rendus, c'est ce qui marche le moins aujourd'hui en termes d'audience sur notre site. Il y a une nouvelle narration qui se réinvente aujourd'hui. Une manière en fait, de traiter un défilé, de traiter cette actualité mode de Fashion Week, et notamment, je pense qu'on va en parler après, mais notamment en incarnant beaucoup plus, en ayant vraiment des points de vue forts. Alors est-ce que c'est le point de vue fort d'un journaliste de la rédaction? Est-ce que c'est le point de vue fort d'un influenceur ou d'une personnalité qu'on suit? On regarde le défilé, on la suit en fait, se préparer pour aller au défilé, et assister au défilé, et c'est à travers son regard à elle et son point de vue perso subjectif qu'on va suivre le défilé. On a un rendez-vous, un programme qui s'appelle Get Ready With Me, où on suit pour chaque défilé une personnalité qui se rend au défilé, et on vient dans sa chambre d'hôtel le matin, elle nous accueille en peignoir, et on va l'amener jusqu'au défilé. Donc c'est beaucoup plus engagé finalement. On a envie d'être plus dans le regard de quelqu'un, les gens sont plus friands en fait d'un point de vue très subjectif que d'un point de vue un peu plus global, en tout cas. Ils ont envie d'un regard, de suivre une personnalité un peu plus prescriptrice. Et justement, Mathias, toi, tu as fait le buzz sur les défilés gala avec TikTok, dont on a beaucoup parlé. Je pense que c'est une formidable opportunité, ce qu'on est en train de vivre. Opportunité pour la presse, opportunité pour
les marques, les médias en tout genre, puisque je parle de médias en tout genre, parce qu'aujourd'hui chacun est un média. L'influenceur est un média personnel, la marque propose du contenu, la presse continue de faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire également produire du contenu, et que cette formidable opportunité aujourd'hui que nous vivons, c'est en fait de pouvoir trouver l'utilité de chacun. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, Béline, à un moment donné, il y a eu un peu collusion de messages, chacun proposait le même message, et ce que la situation nous incite à fonder, à trouver aujourd'hui, c'est l'utilité de chacun. Pourquoi aujourd'hui Gala est à 1 700 000 followers sur TikTok et on est le premier publisher européen en termes de puissance? Parce que d'abord on s'y est pris il y a longtemps, il y a plus d'1 an maintenant, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a plus d'1 an, mais aussi parce que les internautes, notre audience qui nous suit dans le monde entier et qui regarde les défilés à travers ce compte TikTok, ne regarde pas, comme tu disais Jennifer, le défilé pour le défilé, mais on a trouvé notre utilité éditoriale en montrant ces pas de côté, ces à côté, ces petits moments comme ça où les personnalités du front row ou les invités du défilé plus généralement parlent entre elles, se regardent, ont une attitude moins codifiée. Cette authenticité-là, c'est notre liberté, utilité. Finalement, voilà. Cette authenticité, là, cette liberté de ton, ce parti pris, c'est autant de raisons qui fondent et qui construisent notre utilité. Tout comme on a une utilité Gala à Cannes, où quand on produit les personnalités de mode qui posent pour nous, alors qu'elles ne le font pas forcément dans l'hebdo, elles le font à Cannes parce qu'il y a une utilité, que ce magazine qui est distribué dans toutes les chambres d'hôtel à 15 000 exemplaires, que tout le monde le voit, qu'ils sont crédités ces photos, et que tous les invités, les agents, les marques, les clients l'ont dans leur chambre d'hôtel. Donc il y a une utilité à participer à ce média. Je pense que voilà, aujourd'hui, pour moi en tout cas, la grande leçon de ce que nous vivons, c'est arrêtons de faire tous pareil, arrêtons de relayer tous les mêmes messages, et essayons de trouver et de définir l'utilité de chacun. L'utilité avec une forme d'humilité, et ce que je retrouve dans ce que vous dites, c'est finalement un nouveau dialogue. C'est-à-dire qu'au même titre que les marques de mode deviennent conversationnelles, la presse finalement, en tant que grande marque, rentre aussi dans des nouveaux dialogues. Et justement, Lucia, donc, tu es en charge des nouvelles écritures d'UL. Et je trouve intéressant tout le travail que tu as fait sur justement la mise en scène des défilés. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelles ont été les nouvelles arches narratives qu'elle a mis en place lors des derniers défilés? Oui, peut-être je vais revenir un petit peu sur ce qu'est le pôle Nouvelles Écritures, parce que c'est une identité qui est très nouvelle pour CMI. Le pôle, il a été créé il y a quelques mois, en mars 2021, en plein confinement. Je ne sais pas si c'était vraiment le moment idéal pour se lancer dans des projets d'envergure comme ça. Mais en tout cas, ça ne nous a pas arrêtés, puisque notre mission, c'est de produire des reportages haut de gamme sur les rubriques qui sont piliers pour l'ADN d'UL. Donc évidemment, la mode en fait partie. On en a 154 reportages vidéo haut de gamme aujourd'hui et 54 sur la rubrique mode, avec 5 séries vidéo récurrentes sur la mode également. Ce pôle Nouvelles Écritures, c'est un maillon entre le print, le social et le web, avec des contenus vidéo qui sont à la croisée des 3 supports, qui fédèrent vraiment les 3 audiences avec les 3 catégories socio-démo, web, print et social media. Et ce qui les rassemble, par contre, évidemment, c'est l'exigence. On est un des premiers féminins à avoir lancé son offre premium à abonnés. Donc, il est évident que maintenant, il faut, y compris sur le digital, avoir l'exigence des pages du print qui poussaient ces mêmes lecteurs à être fidèles et à racheter le numéro semaine après semaine. Donc, il ne faut pas casser l'expérience sur le digital que les gens rencontrent sur le print et sur la mode. Ça s'exprime à travers des sujets qui sont conçus, par exemple. Donc, avec une réalisation qui est côté Nouvelles Écritures. Donc, la réalisation côté Nouvelles Écritures, c'est celle qui va permettre de ne faire l'impasse ni sur le fond, ni sur la forme, avec une maîtrise artistique du sujet vidéo, une maîtrise journalistique aussi, et puis avec une plume du print pour gérer cette continuité. Et par exemple, je parle sur les slides du programme Ask Monica. Ask Monica, c'est notre interprétation des pages de stylisme mode du magazine. Mais on s'est demandé ce qu'on pouvait apporter de plus sur le digital qu'un diapo avec une sélection de mode ou une série mode dans le magazine. Et on a trouvé cette expression avec Monica, qui est journaliste mode et influenceuse par ailleurs. Et puis en fait, c'est simple, avec cette nouvelle narration, ce qu'on peut apporter, c'est du mouvement,
c'est aussi du conseil incarné. Il y a un lien beaucoup plus direct avec le lectorat puisque on va interagir avec eux en leur demandant à la fin de ce rendez-vous quel défi mode ils veulent lancer à Monica avec la petite fonctionnalité posez vos questions. Donc on est dans un système de collaboration, de co-création au même titre que la Factory de Warhol finalement. Exactement, et puis c'est vraiment à tous les niveaux, quoi. C'est une co-création entre les 3 supports et c'est une co-création avec notre lectorat. Je pense que l'autre, on va dire, temps fort de cette période, c'est précisément comme tout le monde multiplie les canaux et comme tout le monde multiplie les nouvelles narrations, c'est en tout cas de par mon expérience, c'est de constater qu'il faut adapter une grammaire particulière à chaque narration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avant, et c'était un peu le réflexe du début du digital, de dupliquer, quoi. C'est-à-dire qu'on dupliquait le contenu du print, on le mettait sur le digital. Bon, ben aujourd'hui, ça ne suffit pas et ça ne marche pas surtout. C'est-à-dire que, et même pour les marques de luxe, c'est-à-dire que la marque de luxe qui va juste se dire tiens, je vais mettre sur TikTok le film que j'ai fait pour ma campagne ou que j'ai pensé pour Instagram, ça ne marchera pas sur TikTok. Ça ne marchera pas parce que ce n'est pas forcément la même audience et ce n'est pas la même grammaire, la même manière de s'adresser à une population ou à une audience. Et ça, c'est vraiment différent et nouveau parce que dans nos rédactions, on a, et en tout cas à Gala, plusieurs mini-rédactions qui se constituent et qui visent des cibles particulières qui certes sont toutes chapeautées par la marque ombrelle entre guillemets Gala, mais qui du coup vont pouvoir quand même s'exprimer, généralement ont des âges différents. Avec des nouveaux enjeux, on va se le dire, qui est de passer de l'image à la conversion, ce que vivent aujourd'hui les marques de mode sur le social. Comment vous travaillez justement cet aspect plus business au-delà de l'image? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a le côté business, mais l'important dans cette affaire, c'est quand même qu'on retrouve notre lectorat et notre audience, en fait. Et c'est qu'en ayant des propos beaucoup plus spécifiques par médium et beaucoup plus spécifiques à notre ligne éditoriale. La ligne éditoriale des Échos n'est pas celle de Vogue ou celle de Gala. Non, c'est une ligne très business, décryptage du business oui, de voilà, la mode. On est dans un décryptage business. Nous, on est de toute façon, voilà, on s'adresse à un lectorat qui s'intéresse d'abord au business et qui ensuite s'intéresse et est très informé sur l'état de la société, sur des tas de choses. Mais ce lectorat-là, on ne va pas lui parler de mode aujourd'hui, comme on lui parlerait de mode dans Vogue ou dans Gala. Donc, l'un des avantages de l'époque, c'est quand même ça aussi, et c'est extrêmement vertueux parce qu'en s'adressant beaucoup plus précisément aux gens à qui on est censé s'adresser aujourd'hui, et moins en s'adressant un peu à nos lecteurs et beaucoup à nos annonceurs, en fait, on fait de l'audience. On est beaucoup plus efficace et on est beaucoup plus efficient et pertinent en s'adressant à notre audience et à notre lectorat. Donc, et en précisant, encore une fois, en ajustant cette ligne éditoriale selon que l'on se trouve sur TikTok. Alors pour les Échos, c'est pas le cas, mais Instagram, Facebook, qui est un média essentiel, un site classique, qui est aujourd'hui finalement aussi institutionnel qu'un print, ou bien sûr le print. Mais quand je vous écoute, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça remet aussi l'importance du print en scène, qui est vraiment ce temps long, ce temps du décryptage, ce temps d'analyse. Et justement, Nathalie, moi, je voudrais que tu parles justement de tous les engagements sociétaux de Marie-Claire. Marie-Claire, c'est un journal qui est engagé depuis 1937, date de sa création, et qui a porté tous les combats féministes possibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc pour revenir à la question de la mode, il nous semble que deux des combats très essentiels d'aujourd'hui s'expriment à travers la mode et les représentations de la femme dans les médias, c'est-à-dire la question de l'inclusivité, de la diversité, le body positive, enfin tout ce qui fait que voilà, il faut maintenant absolument mettre en avant des représentations diverses. Et donc là aussi, on a tout un travail à mener chacun personnellement et avec beaucoup d'humilité sur tout ce qui a été notre histoire et sur comment on peut faire évoluer les choses aujourd'hui. Et la mode a entamé ce travail depuis de nombreux mois, voire années. D'ailleurs, je pense que pour rebondir sur ce que disait Béline tout à l'heure, ces transformations, elles sont à l'œuvre depuis longtemps. Et finalement, là, il y a un coup d'accélérateur qui nous rend tous, qui nous satisfait parce qu'effectivement, ça fait avancer les choses. Enfin, moi, je trouve que c'est une formidable opportunité journalistique, ce qui nous arrive tous ensemble en ce moment aussi.
et notamment dans le domaine de la mode. Voilà. Donc pour nous, ça passe par tout ce qu'on sait faire chez Marie-Claire, c'est-à-dire aussi, par exemple, remettre la lectrice et la femme au centre voilà, de tous ces questionnements, lui donner la parole. On fait beaucoup de sujets testimoniaux, mais ils sont hyper importants parce qu'il faut justement que cette parole soit, à mon avis, entendue, cette parole de femmes diverses, voilà, de toute origine, avec des corps différents, avec des âges différents. Ça, c'est une question qui vraiment est centrale, je pense, dans la presse féminine. Et encore une fois, et comment vous engagez, comment tu engages justement ces lectrices? Qu'est-ce que tu dis demain? Tu vas créer un grand mouvement Marie-Claire autour de la mode pour justement embrasser d'ailleurs tout ce projet de Lee sur le World Hope Forum. En tout cas, on se dit que dans nos pages et sur notre site et nos réseaux sociaux, la lectrice doit se retrouver parce qu'elle ne doit pas être juste face à une représentation distante et glacée qui ne l'intéresse plus tellement, qui peut l'intéresser parfois, mais voilà, elle a besoin aussi de se questionner, de se retrouver dans nos pages, et puis aussi l'aider à comprendre les enjeux d'aujourd'hui qui passent justement par ces bouleversements dans l'industrie de la mode, c'est-à-dire des papiers très didactiques, décryptage de phénomènes qui peuvent parfois paraître anecdotiques, mais qui sont quand même très signifiants parce que justement, aujourd'hui, voilà, la mode assume en fait de sa dimension sociétale. Il est en train de se passer dans la mode, je pense, aujourd'hui, ce qui s'est passé par exemple dans le journalisme politique il y a quelques années. C'est-à-dire que le journalisme politique, on considérait qu'il n'y avait que des journalistes qui avaient la carte depuis 30 ans, carte de presse journaliste, qui avaient le droit de faire des interviews politiques. Ouais. On s'aperçoit aujourd'hui, et donc bien entendu ça a changé, on a bien vu que les politiques ont ouvert leur manière de s'exprimer dans tout un tas d'émissions très différentes. Voilà, sur Brut. Voilà. Donc on s'aperçoit que dans la mode c'est aujourd'hui complètement pareil. Ce que disait notre camarade du Marie-Claire, c'est la même chose, c'est-à-dire que moi de la même manière j'ai fait faire des séries de mode par des photographes, des reporters, voire même des reporters de guerre parfois. Oui, ça c'est bien. Et ça c'est du coup ce nouveau regard est très important. Pour moi la mode c'est un musée, alors qui parfois peut être éminemment intimidant, on n'ose pas y rentrer, ou alors quand on n'a pas les codes, on regarde les tableaux. De moins en moins, avec l'univers du gaming, quand Balenciaga lance... Mais ça l'a longtemps été, et en tout cas, et même si les musées s'ouvrent aujourd'hui et investissent la rue avec les artistes, les street artistes et d'autres, ça reste quand même un musée, et il y a toujours besoin, et en tout cas pour moi c'est ce que je ressens, d'un guide. Il y a encore plus besoin d'un guide, c'est-à-dire d'un guide qui soit audio ou qui soit physique. Et ce guide, je pense que c'est le rôle de la presse. Et c'est le rôle de la presse d'expliquer à son audience tout ce qui se cache derrière ces tableaux, tout ce qui peut faire en sorte de mieux les comprendre, de mieux les interpréter, de mieux les lire et ainsi de mieux les retenir. Et pourquoi pas d'aller aussi en boutique après aller les acheter. Et là où je te rejoins, c'est que la presse a eu cette fonction d'historien de la mode. Elle a écrit la mode, elle a fait défiler les modes, elle a construit toute cette mythologie mode. D'ailleurs, je voulais vous faire réagir tous sur cette caricature de Spéciomode qui a été faite par Sylvain Michaud, donc qui ici est valorisée par Sophie Fontanelle, qui dit plus encore, elle vient raisonner avec une telle justesse que tout ça doit changer. Alors finalement, ces couvertures, ces spéciaux-modes aujourd'hui, c'est quoi la couverture de demain d'un spécial mode? C'est forcément une couverture engagée, activiste, qui soit plus authentique, et là on se rejoint tous sur cette évolution-là. Quelle pourrait être justement la couverture d'un spécial mode de la rentrée prochaine? Je pense que bon, là c'est assez drôle parce que ça met... Oui, ça c'est très drôle. En fait, c'est une caricature évidemment. Il brocarde à la fois des l'éthique de la mode et à la fois l'éthique de la presse. Parce que Isabelle Huppert, Jean Roucas, bon, c'est pas un truc de mode, mais c'est assez drôle. Enfin voilà, tous ces entretiens croisés absurdes qu'on a tous mis en œuvre, je m'inclus évidemment là-dedans. Je sais pas à quoi peut ressembler une couverture mode et si seulement il y aura un type de couverture mode. Ce qui est sûr, c'est que le réel a fait son entrée dans la mode et qu'on ne peut plus faire abstraction de cela en tant que journaliste, que l'on soit journaliste de mode, que l'on soit styliste de mode, qui sont aussi des journalistes. Voilà, les images... En tous les cas, on signe son engagement. Les images et les textes que doivent raconter et doivent emmener les lecteurs et l'audience sur un territoire qui est passionnant, qui est celui de la mode en tant que
déjà, deuxième industrie la plus polluante au monde, donc effectivement, il y a un certain nombre de problématiques qui se posent et qu'on ne peut plus cacher. La mode comme étant une discipline absolument universelle, puisque la mode, c'est le vêtement, et le vêtement, on en est tous... la plupart du temps munis, on s'habille, et donc ces problématiques-là, c'est pour ça que la mode, ça concerne tout le monde, même si c'est une église, un musée. Moi je préfère dire que c'est une église qu'un musée, parce que c'est une espèce de temple, ça concerne absolument tout le monde, et c'est un peu qui dialogue et qui est plus ouvert. C'est un peu le moment d'instaurer le dialogue et d'expliquer pourquoi, oui, effectivement, quand Léna Situation, qui est une influenceuse qui plaît aux enfants de 10 ans et qui cartonne à la Fnac avec la vente de son livre, assez léger, fait de l'influence pour Miu Miu, qui fait partie du groupe Prada, ça a son importance en fait. Quand une personne qui fait une petite taille 40 défile pour Chanel, oui, ça a son importance. Quand un directeur artistique comme Virgil Abloh prend la parole sur son compte Instagram personnel pour montrer ce qui va se passer dans un défilé qui n'a pas encore eu lieu et montrer des sneakers, finalement, il a 3 coups d'avance sur LVMH, qui est son employeur. Et oui, ça a son importance, parce que tout ça, c'est de l'argent, et tout ça, c'est de l'influence, et puis c'est ce qu'on porte aussi tous chaque jour. Donc, non, c'est ce que disait Nathalie, c'est vraiment un temps intéressant pour nous, journalistes, et c'est un moment passionnant pour parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde entier. Et d'ailleurs, tu parlais de vêtements, on échangeait tous ensemble, tous ces défilés digitaux, finalement, mettent moins en scène le vêtement sur certains défilés. Donc là, il y a une vraie mission aussi de remettre le vêtement et toute cette prospective du vêtement en scène. Et ça, c'est ce que c'est évidemment très, très bien faire la presse. Il y a plusieurs canaux, c'est ça. Donc en fait, selon le canal, on montre quelque chose de différent. Donc ce qui est très intéressant sur les réseaux sociaux, c'est l'incarnation, et c'est vrai que c'est très attractif. Moi, je regarde des tutos beauté. Si jamais j'aurais pensé pouvoir regarder des tutos beauté. A priori, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, mais en réalité, ça m'intéresse parce que je me maquille. Donc c'est complètement pratique et serviciel. Et en même temps, une série mode, oui, des fois, une sublime photo d'une sublime robe couture. On la déchire et on l'accroche parce que c'est beau en fait. La beauté, c'est essentiel. Il y a un autre sujet moi qui me vient à l'esprit là, en voyant ces couves qui est assez important. Je pense que c'est le ton. Ouais. Et je pense que le ton humoristique et la capacité que peuvent avoir certains créateurs ou certaines marques à pas justement trop se prendre au sérieux et à faire preuve de second degré, je pense que ça c'est un moyen assez efficace aussi pour toucher une audience et pour parler aux gens. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qu'on regarde, en tout cas moi et je pense que beaucoup de gens, on regarde des mèmes, on suit des comptes qui nous font rire, on suit des humoristes, on suit des influenceurs qui sont drôles aussi, ça nous fait du bien. Ça fait du bien, ça me ramène aussi quelque chose un peu positif. Et je pense que l'humour, c'est aussi un moyen, l'humour, le second degré, c'est un moyen de quand même capter aussi l'attention des gens et de capter une certaine audience. Ça ne veut pas dire qu'on est moins légitime et que la forme prend le pas sur le fond. Le fond peut être tout aussi présent et on peut toujours raconter. Créer une connivence, c'est un principe de réalité comme ce qu'on vient de dire. Très bon exemple, c'est Loïc Prigent. Loïc Prigent qui est pour moi un excellent exemple de quelqu'un qui a une légitimité totale d'un point de vue journalistique auprès de toutes les maisons et qui en même temps est très drôle et qui a créé son compte sur YouTube où il poste des vidéos qui sont à la fois super intéressantes et qui sont très riches en contenu mais qui sont aussi très drôles. Donc pour moi, c'est cet équilibre, je trouve, qui est aussi intéressant de trouver dans les contenus qu'on produit et voilà. C'est la distance qui est intéressante. Le point de vue de Loïc, il est en même temps drôle, mais aussi assez tendre sur un monde qu'il connaît par cœur et qu'il décrypte. Et très bienveillant. Donc on peut être drôle, on peut pas se prendre trop au sérieux tout en restant très bienveillant quand même et très respectueux de toute cette industrie, de tous ces créateurs, de toute cette création en fait. Mais ce qui a été d'ailleurs, je reviens vers toi Lucia, le Elle avec Sophie Fontanelle, d'ailleurs qui évidemment a un Instagram qu'on connaît tous. Comment Lucia, toi tu vas aller caster justement les héritiers de Loïc Prigent dans les contenus
tes nouvelles arches narratives que tu crées. Je vais essayer de rebondir sur ce que Madame Vogue vient de dire avec Loïc Prigent. Je suis complètement d'accord avec elle. Loïc Prigent et Mademoiselle Agnès, il y a quelques années, ça a été les premiers à démocratiser quand même, je trouve, parce que c'est passé à la télévision, c'était Canal, etc. Cet univers de la mode, à y apporter de l'humour et à ne pas en perdre le sens de la pédagogie. C'est-à-dire que c'est drôle, c'est très bien narré, c'est très léger, mais derrière, les informations passent quand même. Et le message ne perd pas de sa légitimité et l'univers de la mode n'en perd pas de son aura non plus. Bien au contraire, ça le grandit. Et ce qui est intéressant avec eux aussi et qui se rapproche dans la manière dont nous, on travaille chez elle sur les nouvelles écritures, mais qui se retrouve aussi, je trouve, chez Des Vogue et Marie-Claire, etc., c'est que maintenant, le temps passé sur les Fashion Week, par exemple, c'est un peu de défilé, beaucoup de coulisses et d'avant. C'est le vêtement avant son passage sur les podiums d'abord. Et c'est voire aussi dans les ateliers d'ailleurs, de fabrication. Chez les marques de plus en plus. Vous avez un Valentino, vous avez un Dolce Gabbana, vous avez un Dior et un Chanel, et puis je pourrais en citer à l'infini, qui se mettent davantage sur, chez Dolce Gabbana, le Fatto a Mano, toutes ces choses, tout cet artisanat, cette philosophie, cette ambiance. On est en quête de sens dans le beau. Et c'est assez joli, je trouve, comme chemin et comme souffle que la mode est en train de porter aujourd'hui. Et puis donc, bien sûr, c'est ce qu'on fait pour l'œil parce qu'il y a un vrai appétit pour ces contenus behind the scene, first look, sur voilà, qui fait les vêtements, comment, dans quels ateliers, pourquoi. Et moi qui suis une grande fan d'histoire et d'art décoratif, je trouve ça super qu'il y ait un intérêt qui renaît pour le sens des choses. Et tu as tout à fait raison de dire qu'on est rentré finalement avec cette période sanitaire dans les coulisses de création. Finalement, le créateur est devenu le créateur artisan et surtout, on a mis en avant les métiers des couturières qu'on ne montrait pas avant. Donc là, on a vraiment effectivement, ça rebondit sur tout ce qu'on disait, c'est-à-dire ce lien de proximité, de complicité qui est vraiment aujourd'hui, qui fait partie intégrante en fait de la façon dont on va évidemment traiter la mode. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui s'est passé même depuis plusieurs années. Si on compare les designers auxquels tu fais référence, qui descendent de plus en plus de leur piédestal, bien sûr. Qui sont des célébrités dans leur univers. Et moi, les célébrités à Gala, on embrasse le spectre encore un peu plus largement, puisqu'on parle de l'ensemble des célébrités de tous les secteurs. Et on avait fait une étude lectrice il y a très peu de temps, et on leur avait demandé, selon vous, en 2020, quels sont les atours d'une célébrité ? Qu'est-ce qu'une célébrité en 2020 ? Et on a fait ça régulièrement depuis plusieurs années, mais ça fait 12 ans que je suis à Gala, donc j'ai vu un peu l'évolution. Et une célébrité en 2020 n'a absolument pas les mêmes critères ne répond pas aux mêmes critères que ne serait-ce que l'année dernière, ou il y a encore moins qu'il y a 3 ans. Aujourd'hui, une célébrité, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas bling, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas mystérieux, c'est quelqu'un qui... Donc elle va partager son intimité. Elle a surmonté des épreuves, quoi qu'il arrive. On l'a connue au plus bas, on peut la connaître donc au plus haut. Elle a mérité sa notoriété. Et cette notion de mérite, elle est essentielle. On le voit pour tout, pour des actrices, pour des chanteuses et certainement peut-être pour des designers. Parce que, en tout cas, dans la perception qu'a le grand public ou qu'a le public en général de la notoriété et de la célébrité. Et ça, je trouve que c'est essentiel parce que on s'aperçoit qu'on ne peut plus construire les mythes ou les mythologies de marque avec les mêmes valeurs qui étaient celles d'il y a ne serait-ce que 2 ans. Et parce que le monde est passé, la vie est passée, les crises sont passées, et le rapport à l'admiration, le rapport à la célébrité a complètement évolué. C'est-à-dire qu'elles sont exemplaires ? Elles doivent être exemplaires. Elles doivent mériter leur notoriété. C'est des rôles modèles inspirants. C'est-à-dire avoir travaillé pour mériter ce statut. Et c'est vrai que voilà, on a beaucoup parlé, et surtout dans l'univers de la mode, il y a beaucoup de filiations, de dynasties, de filles d'eux qui redeviennent mannequins, comme les parents, etc. Bon. Je ne suis pas sûr que ce nouveau paradigme-là soit forcément celui qui sera plébiscité dans les prochaines années, même s'il y a des filles d'eux qui ont beaucoup de talent, mais en tout cas dans la perception du grand public,
Voilà nous ce qu'on retient de nos différentes études, nos différentes interviews avec le grand public, les lectrices. D'ailleurs, cette période a été très dure pour les influenceurs, parce qu'on a lu cet article dans le New York Times, Celebrity Burning, en disant c'est totalement vide de sens et il faut vraiment redonner du sens, effectivement, dans le discours. Et ça me permet aussi d'amener le sujet aussi sur la représentation mode. Comme tu disais, Béline, effectivement, des grands photographes, une iconographie extrêmement artistique. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est à l'inverse. C'est vraiment très ludique, très cash, voire parfois assez punk, que ce soit sur TikTok avec les challenges. Donc finalement, aujourd'hui, comment on arrive à montrer cette nouvelle inclusivité? Et là, j'ai presque envie de vous challenger sur la représentation aussi de l'icono-mode, en fait. Comment on la travaille aujourd'hui avec des nouveaux photographes, comment on l'exprime évidemment en vidéo, puisque les photographes aujourd'hui sont aussi des vidéastes. Ça, c'est important ce que tu dis. Nous, on produit désormais des thèmes de mode d'abord en vidéo. C'est-à-dire qu'on a inversé le processus. Vous avez inversé le processus. C'est arrivé déjà 3 fois depuis la fin de l'année, sur le dernier trimestre 2020, et on va le continuer. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que les thèmes de mode soient avant tout pensés comme des vidéos. On l'a fait par exemple avec la troupe du Ballet National de Marseille, qu'on a aussi vu défiler sur certains défilés à Paris, la Horde, qui ont fait pour nous le spécial luxe. En fait, ils ont incarné comme des mannequins les différents thèmes, mais ils l'ont dansé. Ils l'ont dansé et on l'a filmé. On l'a filmé comme un clip avec des drones chez eux à Marseille, dans leurs grands ateliers, dans leurs grands lofts. Et il y avait un photographe qui a aussi capté des images. On a inversé donc le processus parce qu'on parle souvent de behind the scene. On a souvent considéré que le digital, c'était les coulisses du print. En fait, ce que j'aimerais peut-être dire, et ce qu'on fait un peu à Gala, c'est d'inverser ce processus. Non, le digital n'est plus l'endroit où on fait le making-of, en fait. C'est peut-être même l'endroit où on fait... Ça peut être le point de départ. Voilà, ça peut devenir le point de départ. C'est le cas, en tout cas, pour certaines séries mode qu'on fait. Et le print apporte autre chose, apporte un temps plus long d'analyse, d'explication en l'occurrence de qu'est-ce que c'est cette troupe, c'est quoi leur principe, etc. Ça, c'était dans le print. Mais en l'occurrence, le web, parce que diffusion Instagram, diffusion TikTok, diffusion Facebook, était un média aujourd'hui éminemment visuel. Et donc, je pense que voilà, c'est intéressant de penser le choix des photographes aussi par leur flexibilité de talent et leurs multiples talents. Et un photographe aujourd'hui, il est vidéaste. En tout cas pour moi. Mais finalement, le print donne encore la parole et des terrains d'expression formidables pour les créateurs. Non seulement ils peuvent s'exprimer sur leurs inspirations, mais surtout, je trouve que ça apporte un engagement. Et finalement, c'est finalement tout cet écosystème qui est en train de reconstruire finalement comment finalement tout le monde réinvente la mode. Et c'est là où je trouve, personnellement, je trouve qu'on revient vers des articles aussi de plus en plus engagés, en tous les cas, sur le sens et sur le fait tout simplement de bouger les lignes. Est-ce que la presse aujourd'hui, on peut dire qu'elle a un rôle qui est aussi celui de faire bouger les lignes de la mode? Ça, c'est sûr. La presse, elle a un rôle fondamental. Ça, c'est évident. Elle est d'abord de rester à sa place. C'est quoi rester à sa place? De ne pas devenir le canal linéaire du discours d'une marque, par exemple. Voilà, on est d'accord. Alors moi, pour préparer cette table ronde, je me suis un peu replongée dans l'histoire des grands féminins qui ont fait la mode. Et en fait, moi, j'avais une question à vous poser. C'est à l'heure du néo-vintage, du retour du vintage et du do-it-yourself, on a vu à quel point ça a progressé. Est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent, est-ce que tu penses, Nathalie, d'ailleurs, je m'adressais à toi, qui a écrit un livre récemment, que le patron de mode pourrait revenir dans les grands féminins? Et pourquoi pas? Moi, je pense que tout est possible. C'est vrai que le vintage, là, c'est un mouvement de fond. C'est tellement important dans l'industrie de la mode aujourd'hui que pourquoi pas, oui, effectivement, republier des patrons, des fiches tricot. C'est une Voir idée avec des jeunes créateurs, d'ailleurs. Intéressante. La fiche tricot de J.W. Anderson. Voilà, c'est génial. Pour finir... je pense qu'on est assez tous donc d'accord sur justement cette nouvelle forme d'authenticité, ces nouvelles écritures narratives, des articles plus engagés. Évidemment, on ne peut pas faire une table ronde mode sans parler de la relation aux marques.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui que justement, plus que jamais, vous devez de garder justement cette liberté? Vous avez réussi finalement à nouer un nouveau dialogue avec les créateurs et les maisons de mode. Avec les annonceurs, vous voulez dire? Exactement, aussi. Je veux dire aussi avec les annonceurs. Moi, j'ai l'impression alors c'est une période compliquée parce que c'est la crise et qu'on sait tous qu'il y a moins d'annonceurs. Enfin, voilà, ils ont baissé clairement leurs investissements dans la presse, mais ils n'ont pas disparu. Pour autant, il faut rappeler que cette relation n'est pas forcément... peut-être parfaitement vertueuse, puisque sans les annonceurs, la presse ne fonctionne pas, ne se développe pas, n'évolue pas et n'innove pas. On est tout à fait d'accord. Donc c'est un jeu qui se joue à deux et qui peut être, vertueux. Voilà. Alors, maintenant, moi j'ai le sentiment que les relations sont beaucoup plus claires et beaucoup plus égales qu'elles ne l'étaient il y a une dizaine d'années. J'ai l'impression qu'ils reconnaissent notre expertise, notre singularité, notre spécificité. Nous ne sommes pas des communicants, nous sommes des journalistes et nous rendons compte d'une façon ou d'une autre sur du digital, sur des réseaux sociaux, en photo, ou dans des enquêtes ou des interviews, d'une réalité qui est celle de ce secteur, qui est celui de la mode. Et vous les aidez à faire bouger les lignes. Et voilà, et en fait, c'est un compagnonnage en fait, qui date de l'existence de la presse et de celle de la mode. Et ce compagnonnage, aujourd'hui, il évolue très très vite et il est plutôt intéressant. Ce qui se passe sur le digital, notamment la façon dont les marques médias, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, et les marques de mode avancent ensemble, chacune restant dans son expertise et sa spécificité. C'est hyper intéressant ce que vous avez fait chez Vogue là, récemment en vidéo. Ça fonctionne très bien et c'est complètement singulier. En fait, on a de plus en plus d'annonceurs qui viennent nous voir pour produire avec eux, pour produire pour eux, avec eux, en collaboration, des vidéos de mode. Alors, je vais revenir sur ce que vous disiez juste avant, Mathias, sur la vidéo de mode et comment on traduit en fait une série de mode ou un sujet mode sur le digital. Je pense que ce que les annonceurs viennent chercher chez nous, en tout cas sur le digital, c'est notre capacité à quand même raconter des histoires, c'est notre force narrative. Oui. Une vidéo de mode, elle ne peut pas exister si ça ne raconte pas quelque chose, si c'est juste des belles images, un mannequin en mouvement avec un super stylisme. Je pense que aujourd'hui, c'est pas ce qui va intéresser nos audiences. Il faut raconter des histoires. Et on a fait une vidéo récemment avec Valentino, une très belle vidéo avec Valentino et Tina Kounaké, qui était donc 7 jours de confinement, très second degré, avec une narration justement de Loïc Prigent en voix off. On est assez fiers de cette vidéo chez Vogue parce que justement, je pense qu'elle s'adapte vraiment bien. Et elle est vraie surtout. Elle est vraie, elle est drôle. Et en fait, elle mixe, je pense, l'univers de Vogue et de Valentino qui est l'inspiration, la créativité, l'audace et l'exigence vraiment de qualité éditoriale avec l'humour et ce ton un peu plus second degré qui est propre au digital et aux réseaux sociaux. En fait. Et c'est ce qu'est la mode aujourd'hui finalement. Elle a pris du recul, elle se met plus en dérision, elle se pose et elle... Exactement. Elle est plus proche en fait des audiences et en même temps elle n'en reste pas moins sublime et extrêmement précis. Enfin je veux dire les robes Valentino, il y a pas... C'est sublime quoi. Une robe Valentino haute couture... on ne fait pas plus sublime qu'une robe Valentino haute couture. Un grand merci à tous. Je pense qu'on a montré, en tous les cas, lors de cette table ronde, que la presse mode, effectivement, est rentrée, elle aussi, dans une nouvelle ère extraordinaire, au sens étymologique du terme. Et pour revenir, finalement, à plus de proximité, plus d'authenticité, plus de sens, plus d'engagement aussi. Et d'ailleurs, on avait envie de finir avec vous par quelques phrases de créateurs, parfois certaines assez visionnaires. Donc, la plus grande élégance, c'est la vérité. Thierry Mugler, ou La mode est avant tout un art du changement, donc Joel Gagnano, ou Olivier Saillard, évidemment grand historien de la mode, qui résume en fait cette période par une phrase: nous devrions renouer avec cette singularité, ce caractère d'unicité, essayer aussi d'envelopper nos vies de poésie et de prudence. La futilité peut être grave, mais la création y gagne toujours lorsqu'elle conjugue les deux. Et c'est exactement le point de Jennifer que tu venais d'évoquer dans justement ces nouvelles narrations. Alors un grand merci à tous. Alors pour ceux qui ont eu la chance d'être en présentiel avec moi, mais aussi
pour Nathalie et Lucia qui sont dans le distanciel. Donc c'est pas toujours simple le distanciel, mais en tous les cas, on a essayé de s'intégrer tous ensemble au mieux dans cette table ronde et on apprend évidemment tous les jours sur les capacités techniques. En tous les cas, merci, un grand merci de loin et on espère surtout se voir très très bientôt en vrai.